tous. Je suis vraiment ravie d'animer ce matin ce jeudi de la FEMS consacré à l'humour au musée, qui est une thématique qui me tient à cœur et qui, vu le nombre de participants ce matin et le nombre de réactions qu'il y a eu sur tous les réseaux de la FEMS, voilà, qui est une thématique partagée par de nombreux professionnels de musée. Moi, je vais pas faire une très longue introduction. Je voulais tout d'abord présenter les personnes qui ont très aimablement accepté de participer à ce jeudi de la FEMS. Donc, nous sommes accompagnés ce matin par Catel Archambault, qui est responsable du projet scientifique et culturel du musée de la carte postale à Beau, dans le Morbihan. Elle est ce matin en intervention en binôme avec infographiste, qui est auteur, détourneur, voilà, détourneur d'images. Il vous présentera plus particulièrement son travail tout à l'heure. Et Ludovic Maggioni, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel. Alors, pourquoi ces intervenants ce matin? Je pense qu'ils vont nous apporter une pluralité de regards sur cette thématique de l'humour au musée. On aurait pu l'aborder de différentes manières. L'humour au musée, il est déjà présent, bien évidemment, et de plus en plus, souvent en médiation, à travers des visites guidées humoristiques, l'accueil de stand-up, par exemple, ou de scènes ouvertes dans certains musées. Je l'ai vécu moi-même en tant que visiteuse. Ça peut être du petit calembour dans un texte, un jeu de mots, voilà, un petit pas de côté. Mais nos intervenants de ce matin sont allés plus loin et c'est vraiment ce qui nous intéresse, à savoir avoir une programmation à proprement parler humoristique avec Ludovic. Oui, Non. Oui. Ah non, j'ai cru que vous vouliez intervenir, pardon. D'accord. Humoristique et donc jusqu'à la ligne éditoriale même du musée qui est empreint de cet humour. Et ça pose énormément de questions. Puisque l'humour au musée, c'est pas quelque chose qui est inhérent à notre activité professionnelle, même si la dernière définition de l'ICOM introduit la notion de plaisir et d'inclusivité. Et donc, en ça, on peut avoir un vrai parallèle avec l'humour au musée, avec une ouverture sur des nouvelles formes de médiation, sur un nouveau rapport et l'écriture de nouveaux récits avec nos visiteurs et nos visiteuses. L'humour au musée n'est pas évident puisque les musées, par essence, sont des lieux sérieux. Et donc, toute la question est comment être sérieux sans se prendre au sérieux, marcher sur cette ligne de crête permanente qui nous permet de diffuser des savoirs autrement, en gardant notre légitimité et en ayant en permanence la confiance de nos visiteurs et de nos visiteuses. Alors, je pense que l'humour au musée est également un moyen, bien évidemment, un vecteur de peut-être, et nos intervenants nous le diront certainement, transmettre des messages parfois difficiles. Donc, ça peut être un moyen aussi d'être plus attractif et d'attirer de nouveaux publics, voilà, et donc rendre plus accessibles des sujets très complexes. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder ce matin. Et je vais passer la parole en premier lieu à Catel Archambault pour ce projet incroyable de l'exposition Bon baiser de Bretagne qui a eu lieu en 2024 au musée de la carte postale. Alors bonjour, je vais commencer par partager mon écran pour que vous puissiez avoir le PowerPoint en direct. Voilà. C'est bon, vous le voyez? Voilà. Donc c'est vrai qu'en 2024, ça a été une grande année pour nous, puisqu'on a vraiment choisi de partir sur quelque chose d'assez surprenant. Mais comme vous voyez sur mon petit PowerPoint, 2026 est aussi une grande année, puisque c'est les 30 ans du musée. Donc, moi, je suis responsable du projet scientifique et culturel du musée, puisque nous sommes en réflexion pour faire évoluer un petit peu les choses. Aujourd'hui, le musée de la carte postale s'appelle Le Carton Voyageur et se
positionne vraiment sur cette notion de Bretagne de 1900 à nos jours, à travers le média, le support carte postale. On va sans doute faire évoluer ça dans les prochaines années, mais l'humour était déjà un levier pour transformer un petit peu les choses. Et du coup, ce matin, je suis très contente de pouvoir participer à cette proposition avec la FEMS. Et c'est vrai que, étant dans une toute petite équipe, je suis aussi responsable du service des publics. Donc, j'ai accueilli la médiation. J'ai accompagné Gilles dans les collections pour choisir un petit peu les choses pour créer l'exposition et participer au commissariat. Donc, ça me permet d'être une personne toute désignée pour pouvoir vous parler de ce sujet. Alors, le musée. A, comme je le disais, 30 ans aujourd'hui. On se situe en Bretagne Sud, dans le Morbihan, et on a une étiquette un petit peu, si je suis gentille, je vais dire vintage ou old school, mais c'est un peu poussiéreux quand même, l'image qu'on a du musée de la carte postale, c'est pas toujours très sympathique. C'est des vieilles photos, c'est l'âge d'or de la carte postale, je vous le rappelle, c'est quand même 1900-1920, donc ça nous rajeunit pas. Et ça ne rajeunit pas non plus notre public, hein, ce qui était donc une vraie question. Et nous avons eu tout un travail et toute une réflexion qui a été menée autour de ça, où l'humour, en fait, a été un bon levier. Pour resituer un peu la carte postale, je vous ai mis une petite définition sympathique de cet objet, qui est d'abord un carton de correspondance avec deux premières versions où il n'y avait pas d'image, puis l'image est arrivée pour que chacun puisse s'approprier l'objet dans une société où, je vous le rappelle, l'image était assez peu présente. Les éditeurs et les photographes avaient aussi envie de faire leur beurre, donc ça a très très bien pris. Et on a eu assez vite des amateurs et des collectionneurs, euh, mais qui se posent un peu là, comme sur ma carte postale ici. Donc, ils ne sont pas forcément monsieur et madame tout le monde, et c'est bien dommage, puisqu'en fait, la carte postale est un petit média à part entière et quelque chose de vraiment très intéressant pour aborder plein de sujets. Euh, la vie quotidienne, se pencher sur l'architecture, le patrimoine, mais aussi un côté vraiment journalistique de la chose, puisqu'on pouvait documenter des choses qu'on n'imaginerait plus en carte postale aujourd'hui. Je pense par exemple aux accidents, aux incendies, aux naufrages, qui étaient publiés avec des séries complètes de cartes postales pour raconter un assassinat ou un déraillement de train, ce qui est assez inimaginable aujourd'hui. Donc c'est un peu les réseaux sociaux d'antan que nous avons à travers la carte postale. Et au niveau du musée, on a fait le choix de mettre en valeur un certain nombre d'aspects. Et c'est la région Bretagne qui est présentée en exposition permanente, notamment le côté vraiment patrimoine, culture, spécificité de la Bretagne, mais vue par la carte postale. Donc, comme en témoigne cette petite illustration, c'est assez moqueur. Là, on est encore sous la Troisième République, la langue bretonne est interdite. Les touristes viennent s'acoquiner en Bretagne pour aller au bain de mer ou pour voir des gens qui vivent encore un peu au Moyen Âge. Du moins, c'est un peu l'image qui est transmise. Et on se retrouve comme ça avec des stéréotypes qui sont véhiculés, qui sont pas toujours très sympas, mais qui sont super intéressants à exploiter. Donc notre Bretagne en recto verso est aujourd'hui dans un musée qui est vraiment un musée en territoire rural, hein, vous voyez, le musée est au pied du clocher, ou quasiment. Et bien qu'on ait entièrement tout refait et qu'on soit dans un pôle culturel très moderne, bien après 10 ans, bah, vient le moment de réfléchir et de constater que bah, notre public, euh, il faut qu'on le travaille, il faut qu'on trouve des solutions pour le faire venir. Et il y a eu toute une réflexion qui a été menée à ce niveau-là, notamment dans un contexte où la directrice historique du musée de la carte postale et du pôle culturel est partie. Donc, on avait une demande de nos élus au moment du recrutement
de, de faire un petit peu évoluer les choses. Euh, Depuis 2017, on est musée labellisé de France, donc on est dans ce réseau, on a un levier assez fort à ce niveau-là. Euh, mais il fallait qu'on trouve des solutions pour exister de manière originale aussi au sein de ce réseau. Comme on en parlait tout à l'heure entre nous avant le début de la réunion, il y a de nombreux musées sur ces thématiques bretonnes. Donc comment faire pour tirer sa carte du jeu, avec une force de frappe qui est vraiment importante, puisque nous possédons une collection qui, dans nos réserves, compte environ 200 000 cartes postales, dont une partie seulement est en ligne, et d'abord la partie bretonne, mais on a aussi des collections sur pratiquement toute la planète. Et on est beaucoup utilisé comme pôle ressources via cette base de données qui s'appelle Cartolis et que vous pouvez trouver à partir du site du musée, où on peut interroger pour avoir des réponses à peu près tous les sujets. Je cite souvent un petit exemple qui était une chercheuse à l'Ifremer qui voulait des choses sur l'élevage de bigorneaux. Eh bien, si ça existe, on les a. On a des tuiles avec l'élevage des bigorneaux au tout début. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez utile et original, mais après, il faut faire des choix dans ce qu'on va montrer. Et la politique culturelle au niveau de notre collectivité du coup va impacter aussi la façon dont on va aborder les choses au musée. Et chaque année, on renouvelle ce qui est proposé auprès de cette exposition sur la Bretagne recto verso. On a un espace d'exposition temporaire où on a pu proposer des expositions monographiques relativement classiques sur des artistes ou sur des thématiques comme par exemple l'Afrique. On met les gens dans les territoires africains en reprenant le trajet de la croisière Citroën pour montrer un petit peu comment la représentation, on va dire la décolonisation est passée depuis, hein. Et du coup, c'était assez intéressant de faire un lien entre la façon dont c'était représenté autrefois et aujourd'hui, ou alors de partir sur quelque chose d'assez classique, somme toute, avec par exemple un courant artistique comme la femme dans l'Art nouveau. Mais on en avait un petit peu marre du classicisme. Donc, on a eu envie, en 2024, de travailler sur autre chose. Et c'était donc au moment où partait notre directrice et arrivait notre nouveau directeur. Entre-temps, on a travaillé sur le thème du kitsch, qui était plutôt attractif. Vous savez, ces super cartes postales où on voit deux jolies nymphette en maillot de bain qui font un petit coucou de Palavas-les-Flots ou d'ailleurs. Euh, C'était une piste. Mais curieusement, on s'est rendu compte qu'on avait finalement un fonds assez peu développé dans ce domaine-là et il nous manquait vraiment quelque chose pour être vraiment original. Donc on est parti sur cette idée plutôt du détournement en s'appuyant sur fluide glacial. Donc Julien Bardeil, qui était donc le directeur juste en 2023, juste avant en fait cette exposition qui va s'intituler donc, en entier Bon baiser de Bretagne, la Bretagne éternelle vue par un Belge et et une IA, nous a permis du coup de mettre un grand coup de frais sur l'approche très traditionnelle en fait de la carte postale en se penchant sur les propositions, notamment le hashtag. euh, c'est comment déjà? Dans Fluide glacial, avec Penseur étoile. Quand vous détournez les photographies de Nadar et tout ça, on a sans filtre, voilà, le hashtag sans filtre, qui permet vraiment de faire un super pas de côté sur les propositions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette exposition Bon baiser de Bretagne, avec, comme le disait Julien dans cette petite publication, on traite de sujets politiques avec humour, ça a du sens et on se tape des barres. Donc c'est un peu pas notre logo, mais notre slogan
pour l'exposition 2024 avec un objectif avoué qui était de rajeunir notre public et de transformer complètement le regard qu'on pouvait avoir sur la carte postale et puis accessoirement d'offrir un super terrain de jeu à infographistes pour qu'ils puissent se lancer et se saisir de nos propositions. Voilà. Si tu veux, je te passe la parole, Gilles. Ouais, très Ça bien. marche? Bon, c'est pas une photo très flatteuse de moi-même. Euh, Désolée. mais non, non, c'est très bien pour introduire le ton de l'expo, on va dire. Donc voilà, je vais me présenter un peu. Moi, je suis infographiste. Ma spécialité depuis 10 ans, c'est de faire du détournement. Donc, en fait, j'utilise des matériaux anciens, comme des gravures, des vieilles photos, des peintures, des vieux comics américains, des romans photos, et je les détourne, donc, ou bien à l'aide de textes, ou bien à l'aide de montage photo. Et donc, le but, c'est de faire des blagues. Et mon autre spécialité, c'est de faire des canulars. Donc j'aime énormément faire des canulars, donc faire croire des choses à des gens. Et là, la proposition que m'a fait le musée il y a 2 ans, c'était de faire un canular à grande échelle finalement. Et donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exposition temporaire, donc l'espace qu'on m'a proposé, il est un peu la continuation de l'exposition permanente. Et donc, ça permet de créer un canular à l'échelle du musée et ça fait que les visiteurs se font avoir plus rapidement parce que quand ils entrent dans l'espace de l'exposition temporaire, eh ben, ils peuvent croire que c'est juste la suite de l'exposition permanente et donc ça me permet de créer une sorte de côté vraisemblable, quoi. Et je sais pas, Catel, peut-être tu peux Oui, changer. Voilà, pour donner un peu l'idée, donc j'ai pris des vieilles cartes postales et j'ai changé les légendes. Et puis j'ai aussi fait des montages photos en réutilisant des photos que je trouvais dans les cartes postales. Et comme c'était aussi une époque où on parlait beaucoup d'intelligence artificielle générative, on en parle toujours, mais c'était un peu le début il y a 2 ans où les gens commençaient à se l'approprier. Ça m'a permis de faire un canular en faisant croire que je m'étais fait remplacer par une intelligence artificielle générative. Donc j'ai fait croire que j'avais fait un burn-out et que la direction du musée avait décidé de faire la moitié, donc de faire faire à une intelligence générative, donc la première intelligence artificielle générative bretonne s'appelle Gwendoline et qui a été développée par les services secrets bretons. Et donc, je suis passé dans différents médias pour expliquer que bon, voilà, j'étais un peu triste parce que je m'étais fait remplacer. Et le canular a pris parce que beaucoup de gens y ont cru finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va dire quelque chose de très sérieusement dans un média, en général, les gens y croient. Et donc, voilà, ça c'était une partie de l'expo, c'était aussi de créer ce petit événement. Et ça a été plutôt un succès parce que les gens y ont cru. Et après, ça permet d'ouvrir sur les fake news, de parler de sujets finalement plus sérieux. Donc j'ai aussi travaillé avec une céramiste lorientaise qui s'appelle Manon Moi pour créer de la vaisselle et reproduire, on va dire, une table typiquement bretonne. Elle a fait imprimer des bols bretons dont les noms avaient été inventés par ChatGPT. Et elle a créé un burger aux huîtres en céramique. Et donc là, c'était l'idée de continuer dans cette espèce de faux écomusée breton. Et donc le but était de reproduire un peu ce qu'on imagine quand on pense à un écomusée et de jouer avec ça. Euh, Moi, je crois que par rapport à l'humour au musée, c'est vrai que ça, comme Catel l'a dit, ça amène un nouveau public. C'est une proposition originale aussi parce que les gens n'ont pas trop l'habitude de rire au musée. Ce que moi, je déplore un peu parce que finalement, c'est assez chouette de voir les gens venir et rire. C'est quelque chose qui est facilement partageable, on va dire. Et, mais au-delà de l'humour, évidemment, une blague, ça je le comprends depuis 10 ans que je fais ce métier, c'est jamais juste une blague, évidemment. Il y a toujours un... Et donc là, par exemple, cette carte postale est un bon exemple, où j'ai beaucoup parlé de... Enfin, j'avais vu un chiffre, je sais plus c'était quoi les chiffres exacts, mais qui montrait qu'il y avait 3 fois plus de cochons que d'habitants en Bretagne, et donc ça, pour parler de l'élevage oui, avec industriel. l'élevage intensif, c'est de cet ordre-là, effectivement.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai beaucoup parlé de ce sujet-là et je voulais parler un peu d'écologie aussi, mais j'ai parlé aussi de l'augmentation des prix du loyer à cause du tourisme et à cause de plein de choses comme ça. Et donc, le but, c'était aussi de traiter des sujets sérieux. Et en fait, une blague, ça amène toujours une réflexion sur un sujet plus sérieux finalement. Et l'IA, finalement, c'était aussi un bon outil pour ça parce que ça a permis de faire comprendre aux gens que même finalement dans un musée, ils pouvaient se faire avoir et que finalement, il fallait pas toujours tout prendre pour argent comptant. Et d'ailleurs, ça a permis de faire des ateliers sur le détournement et aussi un atelier sur l'intelligence artificielle pour un peu faire, on va dire, j'ose pas trop dire de l'éducation parce qu'à la base, je suis un petit rigolo quand même, mais, euh, mais on va dire oui, de la prévention sur ce genre de sujet-là. Et rentrer Euh, dans le cadre de l'éducation aux médias et l'information, en fait, et puis apprendre aux élèves que bah, les fake news, ça peut être aussi avec des ciseaux et de la colle. Exactement, ouais. Donc ça, oui, ça. Et puis c'était aussi créer des ateliers sur l'humour et donc faire comprendre aux enfants et aux adultes d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des adultes qui pouvaient faire des blagues assez facilement en se réappropriant des vieilles cartes postales et puis finalement tout ce qu'ils pouvaient trouver sur Internet ou dans les musées. Voilà. Et je crois que plus largement aussi, quand je dis qu'une blague n'est jamais juste une blague, il y avait aussi cette réflexion plus large sur toute l'exposition. Donc voilà, là c'est un très bon exemple justement de carte où je voulais un peu me moquer de l'image d'Épinal qui est souvent représentée dans les cartes postales. C'est-à-dire, ce que d'ailleurs l'équipe du musée m'a expliqué, c'est que c'est beaucoup de cartes qui datent du début du XXe siècle, et c'est beaucoup de représentations totalement idéalisées, ou même parfois insultantes, c'est-à-dire par exemple sur l'image de l'ivrogne breton, ou finalement oui d'une région un peu arriérée, où on va un peu aller vivre comme au Moyen Âge. Enfin, il y avait vraiment des représentations qui étaient assez insultantes d'ailleurs, et donc j'ai voulu finalement montrer que ces représentations déjà n'avaient plus trop de sens, n'ont jamais eu de sens et n'ont plus trop de sens aujourd'hui. Et donc de confronter finalement ces représentations avec des choses plus récentes et des thèmes, des thématiques plus modernes. Et donc par exemple, j'ai beaucoup représenté des zones industrielles. Des stations d'épuration, des zones commerciales, pour montrer aussi que finalement, un territoire, c'est jamais juste ce que les cartes postales en montrent, et c'est toujours plus complexe. Et voilà. Et je crois que c'est un peu la force pour moi du détournement, c'est de confronter des images anciennes avec des réalités plus modernes, et pour voir ce que crée cette confrontation. Et ce que... Bon, déjà, le but, c'est de rigoler, évidemment, mais après, il y a toujours quelque chose derrière. Donc voilà. Et c'était pas rigoler idiot, en fait, c'était vraiment rentrer dans la matière, en reprendre les codes pour toute la partie ancienne, en fait, avec des séries de cartes qui s'appellent Mode et costumes bretons, par exemple, et tu as repris exactement la même chose, la même police d'écriture, etc. Sauf que bah, dès qu'on gratte un peu, finalement, on appuie là où ça fait mal. Ouais. Et C'est vrai qu'il y a l'intelligence toujours un, artificielle, ouais, il y a pardon. toujours un travail sur le vraisemblable. Donc pour moi, c'est toujours important que à première vue, ça semble réel. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment ça se fait que les gens y croient? Mais en fait, les gens croient ce qu'on leur dit en général. Et donc ça, finalement, il suffit pas de grand-chose pour créer on va dire, une falsification, quoi. Et à partir de cette falsification, il faut pas que les gens se sentent insultés non plus, évidemment. Il faut que déjà, ça leur fait rire quand ils comprennent, qu'ils trouvent ça drôle, et après, que ça permette une réflexion plus large, et que ce soit pas juste ah, on vous a bien eu, quoi. C'est que ça amène plus loin, quoi. Et voilà pour l'élevage intensif en Bretagne, Ouais, ouais, ouais. avec les codes des affiches de cinéma qui Mhm. avaient très très bien marché Et donc aussi. là, par exemple, Ouais. donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle générative de l'époque, donc qui était beaucoup moins performante qu'aujourd'hui. Et le but, c'était pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des belles images. Le but, c'était vraiment de créer quelque chose, une sorte
de malaise sur qu'est-ce qui se passe quand on donne des codes, on va dire, très pittoresques à une intelligence artificielle et qu'elle va essayer de créer une représentation un peu idéalisée, et que ça va donner des images assez affreuses comme ce petit matelot qui mange une motte de beurre. Voilà, la station d'épuration dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, les stations, j'ai vu des cartes postales qui Mm. représentaient des stations d'épuration, ce que je trouvais assez drôle. Et donc, le but, c'était de m'amuser de ça et d'imaginer finalement que ce soit réinvesti par les touristes, les stations d'épuration, quoi. C'est vrai que toutes les nouvelles constructions, que ce soit la nouvelle mairie, le collège, le truc de méthanisation, en fait, ils font des cartes postales pour toutes les nouveautés. Et repartir Mhm. là-dessus, c'était très drôle. Comme là pour Carnac, il y avait un gros Ouais, sujet à Carnac ouais. Il y avait eu un monsieur bricolage qui s'était construit sur un site qui était d'alignement. ouais. Et donc, bah, le but, c'était d'imaginer que ça. Enfin, voilà, c'était de jouer. Où j'ai pris une vraie vieille carte postale sur Carnac, mais j'ai remplacé les images euh, avec des images du monsieur Bricot. Et voilà, le fameux Mac-huître. Ouais. Et c'est vrai que bah, l'intelligence artificielle, elle n'a pas du tout les codes sur certaines choses, c'est assez étonnant. Non, Et ouais. on voulait quelque chose au niveau de l'exposition aussi qui ne soit pas uniquement en deux dimensions. Donc c'est là que Manon, moi, avec qui tu avais déjà travaillé dans un autre cadre, hein, je crois, Ouais, ouais, qui... j'avais déjà travaillé avec elle et ça tombait très bien vu qu'elle habite à Lorient, donc vraiment pas Mhm, loin de Beau. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai eu cette possibilité de créer quelque chose qui soit plus palpable, quoi. Et vraiment elle a été merveilleuse d'ailleurs parce qu'elle a vraiment, elle s'est mhm. approprié ce travail-là et elle a créé plein de beaux objets et des objets assez drôles, quoi. Donc, comme ces magnifiques assiettes avec des thématiques totalement décalées, là on a au centre une bécassine manga, par exemple, Alien Résurrection, et ça. Ah ouais. Mm. Donc ça, c'est une galette au chou de Bruxelles et aux frites. C'est un peu un petit hommage à mes racines. Et donc, le but, c'était voilà, de jouer encore une fois avec les codes culinaires. Et voilà. On avait vraiment installé comme une table de crêperie au centre avec ces propositions euh, vraiment en allant Mhm. au bout du bout, comme cette magnifique galette au surimi. Les petites étiquettes aussi sur les caramels ou sur le cidre, où finalement, dès qu'on commence à rentrer un peu dans le sujet, on voit que euh, on se moque en fait, vraiment. Et ce fameux mac-huître, qui est tout à fait extraordinaire, auquel on croit. Ça, Et c'est les pour prénoms inventés voilà. par ChatGPT. Donc, vous aviez demandé à ChatGPT d'inventer des séries de prénoms pour le traditionnel brel à prénom. Et il y a des choses qui sont presque portables, d'autres on ne sait pas trop d'où ça sort, ou au contraire on sait très bien d'où ça sort, comme par exemple Thalassa pour la Bretagne. Donc c'était assez amusant. Et puis plein de petits clins d'œil partout à Vincent Bolloré, à Elon Musk, ce genre de choses. Et on a été au bout du bout pour le canular, puisqu'effectivement, en février, quand on a inauguré le nouvel espace d'exposition, on a invité une compagnie de théâtre à intervenir en se faisant justement l'avocat du diable. Donc, les gens n'étaient pas avertis, en fait. Et nos théâtreuses se sont présentées très classiquement, hein, sans les rouleaux de sous-palin sur la tête, hein, en disant oui, j'aime pas du tout la façon dont ça a été fait. Moi, ma grand-mère, elle était bretonne, elle portait la coiffe. Si elle voyait ça, elle se rendrait compte qu'on se fout de sa gueule. C'est pas possible, c'est inadmissible. Et puis ça montait comme ça. Et les gens n'étaient pas prévenus. Donc, c'était assez drôle et assez naturellement. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à intervenir pour dire que non, c'est de l'humour et que l'humour a tout à fait sa place et qu'il faut laisser les artistes s'exprimer. Et enfin, ça a très bien fonctionné. Je sais pas ce que tu pourras
avoir à en dire, Gilles, Bah, de cette action? Bah, en tout cas, c'est les seules réactions négatives qu'on a eues. Parce que moi, c'était plutôt. Moi, j'avais un peu peur parce que finalement, j'arrivais là, je connaissais pas grand-chose à la culture bretonne, et donc j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais je crois que ça se voyait que c'était pas malveillant et qu'au contraire, eh ben, ça touchait à des problématiques qui touchent actuellement les Bretons. Voilà. Et finalement, j'étais assez agréablement surpris de voir que. Enfin, la blague générale avait été bien comprise, quoi. Voilà. Et du coup, la brochette installée à la crêperie au centre de l'installation, c'est vrai que le retour, on s'est posé des questions quand même quand on a commencé à décider de travailler sur cette thématique. Les premières réalisations de Gilles, moi, m'ont bien fait rire, mais pas forcément ma collègue. Alors, je me suis dit, bon, comment ça va être reçu? Donc, tu étais sur place aussi, on a échangé et ça a donné lieu également à des textes qui introduisent l'exposition au niveau des cartes anciennes, puis au niveau de l'intelligence artificielle, comme tu disais, sous forme de canular, mais qui finalement expliquent un petit peu les choses avec des phrases du genre le personnel du musée se désolidarise totalement de l'humour actuellement utilisé pour cette présentation. Enfin, ce genre de choses, c'était assez drôle. Et en Oui, il faut dire effet, que les cartels, disons, enfin, n'expliquaient pas que c'était un canular. Donc les cartels oui, rentraient parfaitement en expliquant que je m'étais fait remplacer par une intelligence artificielle et tout. Donc ça, c'était bah, faire confiance de toute façon à l'esprit critique, on va dire, des visiteurs et qu'ils se rendent compte petit à petit que c'est une blague. bah, c'est sûr que quand tu dis que tu t'es nourri pendant 3 semaines dans les réserves de pâté ENAF et de jus d'huître et que ça t'a rendu malade, c'est un peu étrange quand même. C'est un Et indice, ouais. Mhm. voilà, donc ça mettait vraiment en perspective un petit peu les choses et ça a plutôt bien fonctionné sans problème. Et en effet, en termes d'activités de proposition, il y a eu une vingtaine de classes finalement au bout du bout qui sont venues et qui ont pu participer euh, pour, euh, pour découvrir à la fois la création de cartes postales à partir des cartes postales anciennes, mais aussi via l'intelligence artificielle. Pour l'intelligence artificielle, tu l'avais fait avec quel établissement? C'était pas avec un lycée? C'était un lycée à Auray, un lycée technique donc, où ils Oui. apprennent un lycée artistique où ils font des formations. Et c'était une petite formation pour montrer finalement le potentiel humoristique de l'intelligence artificielle, donc de jouer avec ses défauts. Et bah, bon, c'est un atelier qui a assez vieilli parce que finalement maintenant l'intelligence artificielle est beaucoup plus développée. Et d'ailleurs moi j'ai un peu Mhm. arrêté de l'utiliser depuis qu'elle est devenue un peu C'est trop trop, propre. trop propre, trop performante et ça m'amuse plus trop finalement. Mais sur le moment, c'était intéressant, en tout cas à ce moment-là, c'était intéressant Mm. de jouer avec ça et de parler avec les élèves là-dessus, quoi. Et du coup, pour revenir à ce public scolaire, finalement, c'est les plus âgés que tu aies eus et les plus jeunes, c'était des élèves de fin de primaire. Si je me souviens bien, tu étais un petit peu inquiet de comment l'humour allait pouvoir Mhm. fonctionner avec les plus jeunes. Ouais. Et ça a plutôt bien marché, en fait, peu importe l'âge. L'expression s'est trouvée hein, avec je crois que la seule chose que tu leur as interdit de faire, c'est de dire des gros mots, c'est ça? Ça, je leur ai pas vraiment interdit, mais je crois que souvent ils se limitent eux-mêmes parce qu'ils sont souvent avec leurs professeurs et donc voilà. Je mets pas d'interdiction, je préfère pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, par rapport à l'humour, les enfants se l'approprient très très vite quand ils voient que c'est quelque chose qu'ils font tous les jours. Et tous les enfants font des blagues au quotidien, donc en fait, c'est un atelier qui leur convient bien parce que très rapidement ils s'approprient les images et ils comprennent le principe, quoi. Et c'est vrai que suivant l'âge des élèves, l'expression était différente, en fait, c'est assez marrant, Mhm. mais ça permettait vraiment de se rendre compte que finalement, on peut faire dire n'importe quoi à une image et partir assez loin. Euh, et les ateliers famille, c'était, enfin, pour adultes, c'était
Je pense que de mémoire, tu as dû avoir des enfants de 6 ans jusqu'à la vieille mamie de 80 ans Ouais, on a eu et la tout le doyenne monde. du village, la doyenne de Beau finalement, qui est Oui, venue, ouais, qui est venue participer, ouais. et du coup, ça a vraiment bien fonctionné avec une appropriation. Et je pense que certains trucs, c'était un peu aussi pour les profs, pour leur dire, hey, t'as vu? Voilà. Et l'effet en fait de cette exposition, ça a été pour le musée de rajeunir très considérablement son public. Donc on fait gratuit pour les moins de 26 ans, ce qui nous a permis de calculer un petit peu notre fréquentation de manière un petit peu plus fine là-dessus. Et on a fait plus 280% de jeunes cette année-là. Donc il y avait une vraie force de frappe aussi de partir là-dessus. Il y a les abonnés de Gilles, infographiste, je ne sais pas combien tu peux avoir aujourd'hui, mais à l'époque ça devait être 109 000, 110 000 Oui, c'était. à peu près. Les journalistes ont adoré aussi en termes de communication. On n'avait encore jamais eu d'article dans Le Parisien, ça s'est fait. Euh, la télé, c'est pareil. Enfin, ça a été vraiment un grand bol d'air frais de travailler cette thématique-là. On n'en a pas fait un levier qu'on utilise régulièrement, mais je pense qu'on y reviendra et avec grand plaisir, avec d'autres formes encore. Et puis, c'est une exposition qui, au début, n'avait pas vraiment été pensée pour, mais est devenue assez naturellement euh, euh, une expo qui se déplace, en fait. Et donc, elle a été présentée à l'abbaye d'Agualas. Si je me souviens bien, c'est en fait dans le cadre de l'Expo Île, mais à la suite, en fait, de l'exposition. Je sais plus les Oui, dates, par contre, j'ai pas. c'était l'année passée, je crois. Mais oui, c'était dans le Oui, cadre d'une exposition collective où ils demandaient à différents artistes d'illustrer différentes parties de leur exposition. Et donc voilà. d'accord. Dans ce Mhm. cadre-là. Et puis auprès d'une médiathèque aussi qui est à Lorient, Ouais, où la médiathèque de l'installation Lorient. Mhm. a été remise en place, où là aussi ils ont mis euh, fait en sorte d'avoir des animations autour de l'exposition. Et puis il y a eu un grand final récemment, n'est-ce pas? Oui, on a fait une vente aux enchères des objets de l'expo. Toujours dans un cadre humoristique où on avait comment on dit, commissaire-priseur, je Voilà, crois, il est là. voilà, en robe, qui venait liquider parce que j'avais des dettes et donc toujours créer un récit. L'idée c'était toujours de créer un récit autour de voilà que suite à cette expérience terrible avec le musée où je m'étais fait remplacer par une intelligence artificielle, j'étais complètement endetté donc il fallait vendre les objets de l'expo et voilà le but c'était de continuer le canular vraiment jusqu'au bout quoi. Et du coup, ça a été vraiment salutaire pour nous, y compris pour l'équipe du musée, parce que quelque part, ça remet complètement en perspective des approches qui sont plus classiques et plus naturelles des choses. Et puis, on se donne enfin le droit de faire certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas osé autrement. Donc, expérimenter l'intelligence artificielle, ben, on a mis le pied dans la porte et on a continué avec d'autres artistes et en effet, cette année, par exemple, on a une installation un peu autour du thème de Jules Verne avec un tour du monde en 80 cartes postales et une conception artistique particulière. Donc tout ça, ça découle finalement d'expérimentations qu'on a pu faire et de ce qu'on s'est donné le droit de faire auprès de cette thématique. Donc voilà à peu près. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais encore aborder? Bah, je cherche d'autres musées qui seraient motivés pour retenter l'expérience donc voilà je Pour Euh, refaire des dettes? ouais.
Et donc, le but, oui, moi je trouve que ça a été une expérience. Alors, ça a été une très bonne expérience pour moi et je crois que ça a été plutôt une bonne expérience pour le musée. Mm, C'est, disons que d'allier finalement la force du musée et puis on va dire le côté humoristique, et ben, ça permet de créer des choses vraiment intéressantes et puis de soulever plein de questions. Donc, voilà. Et c'était assez stimulant en fait de travailler avec des artistes vivants, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce côté-là aussi, franchement, avoir un regard et puis se mettre en perspective sur des choses qui sont pas si rigolotes que ça finalement, mais Mhm. qu'on a pu aborder dans ce cadre-là de manière très positive, je trouve. Voilà. Et évidemment, bah, s'il y a des questions, on aura un temps pour ça à la fin. Ça va, on n'a pas trop dépassé le timing, on est bien? Vous êtes parfait. Super. Merci infiniment, Catel, et merci Infographiste pour ce dialogue qui, je pense, a répondu à pas mal de mes interrogations et de celles que j'ai pu voir un petit peu dans le chat, même si effectivement on refera un petit tour de questions après l'intervention de Ludovic Maggioni. En tout cas, voilà, cette impertinence, l'humour un peu comme objet politique au musée, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, et le fait que vous ayez saisi cette opportunité d'exposition pour un petit peu ouvrir aussi la manière dont vous regardez votre collection et votre territoire est extrêmement inspirante. Donc merci beaucoup pour ces échanges, et on va poursuivre avec la présentation de Ludovic Maggioni. J'espère que les participants ont pu visionner. D'ailleurs, Catel, vous aviez également envoyé, il me semble, une vidéo. Oui, tout à fait. Voilà, donc vidéo de présentation de l'exposition Bon Baiser de Bretagne. Si vous ne l'avez pas fait avant, bah, faites-le. Voilà, et pour les deux petites vidéos également envoyées par Ludovic Maggioni, j'espère que vous avez pu les visionner. Ludovic, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation très inspirante et puis cette invitation. Alors, je vais partager. Hop, mon écran. C'est bon, tout est OK? C'est bon, vous m'entendez? Tout est OK? Oui, c'est bon, tout va bien. OK. Donc, je vais continuer un petit peu sur cette thématique-là. Donc, effectivement, l'humour au musée. Et moi, j'ai voulu mettre quand même un petit sous-titre dans cette idée que ça peut peut-être aussi être aller un petit peu plus loin que simplement de parler d'humour, mais de se poser un peu la question de l'état d'esprit et du positionnement, et de peut-être cette idée de musée décomplexé, ou en tous les cas du fait qu'on peut aborder des choses sérieuses sans forcément se prendre au sérieux, et que l'un n'empêche pas l'autre. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis et nous sommes tous et toutes des êtres vivants qui vivent sur cette planète. Et en fait, on n'est qu'une petite espèce parmi plein d'autres espèces, hein. Il y en a 2 millions qui sont décrites aujourd'hui, et on estime qu'il y en a à peu près 8 millions. On est 60% d'eau, donc c'est quand même pas grand-chose. Et puis, en fait, dans nos organismes, on n'est pas tout seul. Moi, je fais à peu près 70 kilos, ça dépend un peu des périodes. Et il y a 1,5 kg d'autres organismes qui sont à l'intérieur de moi. Donc, en fait, nous, les humains, on est des petits écosystèmes vivants. Qu'est-ce que c'est que ce musée d'histoire naturelle à Neuchâtel? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Neuchâtel, c'est une petite, moyenne ville, on va dire, pour la Suisse, hein. C'est une ville de 40 000 habitants qui n'est pas au bord du lac Léman, mais qui est au bord du lac de Neuchâtel. Et là, je vous fais une grande révélation. Le lac de Neuchâtel, qui est le plus grand lac de Suisse, ce n'est pas le lac Léman, le plus grand lac de Suisse, parce qu'il est partagé avec la France. C'est un bâtiment aussi, ce musée.
Donc là, vous avez une photo de ce bâtiment qui, à l'origine, était une école et pas un musée, et qui est devenu un musée au début des années 80. Et ce bâtiment a été construit grâce à un généreux donateur qui a participé à la traite de l'esclavage et qui a gagné de l'argent en faisant du commerce d'esclaves. Et puis, donc, le musée, comme tous les musées, c'est bien sûr une équipe, et ça, c'est la chose la plus importante. Donc là, vous voyez, on est 13,3 équivalents temps plein, ce qui fait à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent dans ce musée, donc une équipe, je dirais, de taille moyenne. Et puis, une équipe qui essaye plus ou moins de cultiver un état d'esprit. Et à ce moment-là, j'ai mis une citation. Donc, c'est la citation, peut-être certains d'entre vous connaissent cette personne. Donc, c'est Serge Bouchard, qui est anthropologue, qui parle de ces questions d'humour. Je vais vous la lire. L'absence d'humour est un symptôme de certitude, de dogmatisme, d'intolérance, de mauvaise humeur, de production bilieuse, provoquant la paralysie de l'esprit humain, ce qui conduit à la nécrose des canaux empathiques. Donc voilà, c'est un positionnement qui est effectivement très fort, mais c'est vrai que moi, je pars toujours un petit peu du principe que globalement, dans une soirée ou lors de moments de rencontre, tout le monde apprécie de rire et c'est pas forcément un problème et ça peut aussi faire du bien. Donc pourquoi dans les musées on a du mal ou on a peur en fait de faire de l'humour? Pourquoi clairement on s'auto-censure? C'est un petit peu ces questions-là qu'on va essayer de discuter à travers des exemples très concrets de diverses expositions qu'on a pu mettre en place ces dernières années. Donc la première chose peut-être que je pourrais introduire, c'est cette notion de décalage. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la petite vidéo sur les dinosaures, mais il y a quelques années maintenant, on a décidé de faire une expo sur un dinosaure particulier qui est le platéosaure, qui était un dinosaure qui vivait dans le Jura. Puis on s'est dit, ouais, c'est super, on va faire une expo sur les dinos. Alors c'est très innovant, les expos sur les dinos. Je pense qu'on est à peu près à, je sais pas, il y a des millions d'expos sur les dinos qui existent depuis que les muséums d'histoire naturelle existent. Donc, qu'est-ce qui va un peu nous animer dans ce truc-là? Et puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend simplement les définitions des mots. Et puis effectivement, bah, les dinosaures, c'est la paléontologie, mais c'est aussi les personnes âgées. Et donc, en fait, on a demandé, on a recruté des personnes âgées pour être les figurantes d'un petit film d'introduction de l'exposition où on parle des dinosaures et où on pose la question de qui sont vraiment les dinosaures. Est-ce que c'est les fossiles ou est-ce que c'est les personnes âgées? Donc là, vous avez une image de la salle dans laquelle était présenté ce film. Donc, c'était un petit salon. Il y a sur le petit meuble un œuf de dinosaure que vous pouvez deviner. Et puis, donc, le discours, c'est effectivement qu'est-ce que c'est qu'un dinosaure du point de vue de la paléontologie avec la classification des dinosaures. Mais dans la télévision, il y a ce petit film qui pose la question aussi sociale de, au final, est-ce qu'on ne sera pas tous un jour des dinosaures? Donc voilà, c'est une manière de décaler un petit peu le propos, de surprendre un peu notre visitorat et puis de créer une relation un peu décomplexée, effectivement, avec ses publics. L'histoire des points de vue aussi, c'est-à-dire que dans les musées de sciences, dans les musées de société, souvent on fait appel à des experts et des expertes de tout domaine. On fait plein d'interviews de scientifiques, d'artistes, de politiciens, etc. Et puis là aussi, il y a, je dirais, à peu près une dizaine d'années, on a fait une exposition sur le changement climatique, Pôle Feu la glace. Et puis, l'idée dans cette expo, c'était de donner aussi un point de vue, enfin, donner la parole à des vrais faux experts, donc qui sont là donc, ils sont là. Donc, on a demandé au Père Noël
à Jon Snow et à Elsa, la Reine des Neiges, quelle était leur perception en fait de ce changement climatique et de ces modifications de température sur Terre avec leurs personnages et leur point de vue. Donc c'est un même comédien qui joue les trois personnages. Et puis, donc, il apporte ce point de vue. Donc, ça, c'est la deuxième vidéo. Je crois que je vous avais mis la vidéo de la Reine des Neiges. Et en fait, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'on peut parler de sujets très, très graves en riant et qu'au final, la prise de conscience décomplexée par rapport à ces sujets de société qui sont tout le temps très culpabilisants peut apporter une autre manière de les percevoir. Ces vidéos étaient mises en scène dans une salle qui s'appelait Capharnaüm organisé. Donc cette salle, en fait, c'était une salle détruite. Et puis, par moment, vous voyez, il y a une image au fond, donc, qui était l'image d'un glacier. Et toutes les 5 minutes, en fait, la salle s'éteignait et la photo du fond s'enflammait. Donc, du coup, on vivait aussi vraiment quelque chose d'assez fort émotionnellement dans cette salle. Et puis, donc, il y avait des écrans avec ces témoins, donc on pouvait écouter. Donc, l'idée aussi de créer avec, parce que voilà, nous, on travaille dans nos musées, mais on n'est pas non plus, on ne sait pas tout faire. Et puis là, on l'a vu, la collaboration avec un artiste, ça apporte vraiment un autre regard sur les collections et puis d'autres manières de percevoir des contenus ou de discuter de certains sujets. Donc, nous, on a collaboré, on a fait une expo qui s'appelait Sauvage. Et puis, donc, dans cette expo Sauvage, il y avait toute la question de comment est-ce qu'on peut expérimenter un petit peu cette notion-là. Donc là, on a collaboré avec Christian, non, j'ai perdu son, j'allais dire Christian Boltans, mais c'est pas du tout lui. Je vais retrouver son nom, je suis désolé. Et il a réalisé une grande fontaine de boue. Donc en fait, vous voyez au sol de la fontaine, c'est plein de boue, ça monte par des tuyaux et puis ça gicle un petit peu de partout et le public descend dans cet escalier. Ça a été l'enfer sur Terre, cette fontaine, parce qu'elle se bouchait avec la boue. La boue, là aussi, elle crachait sur les visiteurs. Ça, c'était aussi un geste qu'on assumait. C'était vraiment dans l'idée de vivre quelque chose qui nous échappe complètement, qui nous sort aussi un petit peu de notre confort. Parce que quand on va au musée, il y a un peu ces espèces de règles et on aime bien un peu les transgresser pour vraiment déranger les publics et pas les déranger un tout petit peu. Mais ça, je trouve que c'est aussi très intéressant de bouger un petit peu ces frontières-là. On n'a pas eu de plainte de notre visitorat par rapport à ça. Et puis, au final, il y a des champignons qui ont poussé dans cette fontaine. Donc ça, c'était incroyable parce que c'était vraiment toute l'histoire qu'on voulait raconter de cette vie qui s'installe un petit peu de partout, quoi qu'il se passe. Et les humains sont là, mais le jour où ils ne seront plus là, ça ne sera pas trop un problème pour la vie. L'autre image donc, de collaboration avec une artiste, cette fois, c'est avec Anaïs Tonder. Alors, c'est très difficile à montrer en image, mais là, je reviens sur l'expo Platéosaure, donc sur le dinosaure. Donc, l'idée, en fait, là, c'était après le film d'introduction dont je vous ai parlé avant, c'était de rencontrer le dinosaure, mais en sortant de l'imaginaire des animatroniques, donc ces grosses bestioles qu'on construit pour donner la vision du dinosaure. Mais là, de rencontrer le dinosaure avec son haleine. Donc en fait, on a demandé à cet artiste qu'elle reconstruise l'haleine de ce platéosaure, qui était un dinosaure végétarien. Donc elle a fait tout un travail avec des plantes, avec une parfumeuse. Et puis donc quand on entrait dans la salle, il y avait un jet qui était propulsé, un jet d'odeur qui était propulsé sur le visitorat. Et donc, ils pouvaient sentir cette odeur d'haleine de dinosaure. Et il y avait aussi une respiration qui faisait vraiment penser à la présence de l'animal. Donc, pour certains enfants, c'était un petit peu compliqué de rentrer dans cette salle, mais l'expérience était vraiment très, très marquante. Et on avait un petit peu le sentiment
de pouvoir le rencontrer d'une manière différente qu'avec un fossile ou une reconstitution 3D. Et puis pour finir, je voulais vous parler du projet sur lequel on est en train de travailler actuellement. Donc c'est notre prochaine exposition qui va s'appeler Paresseux. C'est l'expo que vous aurez la flemme d'aller voir et elle ouvrira le 7 novembre de cette année. Donc là, j'ai fait une affiche un peu sur Word avec une police Time New Roman pour voir un petit peu ce que ça peut donner quand on s'applique ces concepts de paresse dans la réalisation d'affiches. Donc pour commencer, quand nos publics arriveront à la réception, donc il y aura un petit texte d'introduction où on va leur dire bonjour, bienvenue au musée. Et puis en fonction de leur humeur, donc plutôt méga motive ou un peu en mode flemme, ils pourront choisir des parcours. Donc il y a le parcours méga motive où on peut acheter 2 billets et puis on fait 2 visites consécutives et puis au final on paye une fois et demi le tarif. Il y a le parcours normal, tout est normal. Puis il y a le parcours grosse flemme, donc là en face de la réception on va installer un grand lit sur lequel il y aura une télévision, on aura filmé l'expo et puis ceux qui ont vraiment la flemme d'aller visiter l'expo, ils pourront voir l'expo du lit en face de la réception. Par contre, ils vont payer tarif triple. Et puis, on leur dit aussi que le personnel d'accueil, il est un peu submergé par le thème de l'expo et que voilà, il ne sera pas toujours très réactif. Donc, il y aura une sonnette sur la réception pour les réveiller si jamais ils s'étaient un petit peu endormis. Et puis, donc, cette expo, bien sûr, on est dans un musée d'histoire naturelle. Donc, là, je vous ai mis un peu les grandes parties. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Je vous donne un petit peu quelques éléments, quelques clés par rapport à ce projet, puis vous expliquer pourquoi on parle de ce sujet-là. Elle va bien sûr parler des paresseux, en se demandant au final pourquoi les paresseux s'appellent paresseux et est-ce qu'ils sont vraiment paresseux. Donc ça, c'est aussi toute cette histoire naturelle de la paresse. Est-ce que quand on voit un animal dormir, c'est qu'il est paresseux ou est-ce que c'est un besoin physiologique? Là, vous voyez un opossum qui fait, c'est la deuxième image en dessous du paresseux. Ça, c'est un opossum qui fait le mort. En fait, c'est simplement un comportement de défense. Quand il se fait attaquer, l'opossum, il se met en mode je suis mort, il lâche de la bave, il pue à ce moment-là et en fait, il fait fuir ses attaquants. Donc, en fait, on va montrer comment l'ensemble des êtres vivants met en place des dispositifs d'économie d'énergie qui peuvent, pour les humains, sembler de la paresse. Ensuite, on va se retrouver dans un grand congrès. Donc, on va organiser à Neuchâtel le premier congrès transspéciste. Donc là, c'est des paresseux qui vont être invités et qui vont parler de la paresse chez les humains. Alors, bien sûr, de différents points de vue, avec l'histoire des religions, l'anthropologie, pourquoi est-ce que la paresse, c'est un péché capital chez les êtres humains. On ira aussi explorer un petit peu l'idée du fait que nous, les humains, on est construits pour le moindre effort. Donc là, on travaille avec un chercheur qui, lui, montre que, quelles que soient nos actions, on va tout le temps avoir tendance à minimiser nos consommations d'énergie. Ça, c'est la photo de ce champion olympique qui est photographié dans son canapé. Ce n'est pas parce qu'on est champion qu'au final, on n'est pas sédentaire et ce n'est pas parce qu'on est très actif, des fois de manière compulsive, qu'au final, on n'a pas des comportements de sédentaire. Et puis, on va également aller s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau et à se demander, au final, quand on fait rien, est-ce qu'il y a des zones du cerveau qui sont activées, pardon. Et effectivement, le cerveau est tout le temps en activité, donc on travaille avec des neurologues sur ces questions-là et de se poser la question au final très sociale de la place de l'ennui ou en tous les cas la place du rien dans nos sociétés en essayant de montrer aussi ce qui se passe dans le cerveau en cas de burn-out. Donc c'est aussi quelque part pour nous une manière de parler un petit peu de ça.
Et puis, il y aura également une partie sur l'idée de la paresse matérialisée. Donc là, ça va être l'évolution des technologies, des premiers outils humains jusqu'à l'intelligence artificielle, par le prisme de la paresse et en montrant que la paresse est un des grands facteurs, des grands moteurs de l'innovation. Et puis, dernière petite chose dans cette expo, il y aura également un petit intermède. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire cette lettre, mais en fait, donc le 11 juin 2025, j'ai écrit une lettre à l'ancien directeur et à l'ancienne scénographe qui sont aujourd'hui à la retraite pour leur demander en fait de réaliser une partie de cette exposition parce qu'en fait, l'équipe du musée avait un peu la flemme de faire une des parties de cette expo. Et puis on s'est dit, bah, eux, ils sont à la retraite, ils ont du temps, donc ils pourraient quand même nous aider à faire un truc. Donc je leur ai envoyé cette lettre qui sera dans l'exposition. Et puis il y a leur réponse qui sera également présentée dans l'expo. Donc, comme vous voyez, cette expo, en fait, sous des airs un peu, enfin, sous cette histoire de paresseux, elle va vraiment aller toucher un petit peu plein de questions sociales très fortes, qui vont être la question de l'hyperactivité, l'inactivité, les valeurs sociales qui peut la société de la performance. Je vous ai parlé du burn-out. Il y a aussi toute la fausse paresse, c'est-à-dire tout l'usage des écrans et l'économie de l'attention, où au final, quand on est sur des écrans, c'est clairement pas de la paresse. La question des adolescents aussi, qui sont très stigmatisés de ces questions-là. En essayant de traiter ce sujet en lien avec l'histoire naturelle. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais au début, mais essayez de ne pas se prendre au sérieux pour au final être très sérieux. Et puis, bien entendu, je suis très curieux de connaître vos réactions et de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ludovic, pour cette présentation extrêmement intéressante, extrêmement inspirante. Je pense qu'on a tous ri derrière nos ordinateurs ce matin, donc merci beaucoup. Et effectivement, l'humour, en fait, on le voit là, est vraiment au service il peut être au service de la science, mais également de l'émotion et de cette multisensorialité, pardon, que nous recherchons tous quand on fait des visites de musées. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Vous avez répondu à des interrogations sur la réception des publics. On n'est pas trop allé sur la question, peut-être aussi, qui m'intéresse aussi en tant que directrice de musée, du lien qu'on peut avoir avec nos élus, avec les gouvernances, comment on arrive à amener un projet comme ça dans un musée, que ce soit pour vous, Catel, au musée du carton voyageur, mais également pour vous, Ludovic. Et Ludovic, vous avez développé, en fait, c'est presque devenu votre ADN. Enfin, c'est vraiment dans la ligne éditoriale du musée. C'est-à-dire que on vous attend là-dessus. Voilà. Est-ce que vous pouvez, peut-être, Catel, sur la relation avec les élus, moi, il y avait des questions sur les budgets aussi, mais Oui. ça, vous pourrez peut-être voir, je ne sais pas si vous avez le chat. Voilà. Et après, on va laisser les participants poser leurs questions parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Du coup, pour ce qui concerne en fait le musée de la carte postale, nous, ça fait pas partie de notre ADN, mais c'est une question de contexte en fait. On avait une nouvelle direction qui arrivait, les élus avaient une demande de développement d'une politique d'animation et de propositions à mettre en œuvre, et Julien Bardey s'est inscrit là-dedans, en sachant qu'en effet, il n'y a pas vraiment eu de réflexion déontologique. On n'a pas cherché à censurer infographistes non plus. Il y a quelques très rares personnes qui ont été un peu surprises, parce que l'idée, c'est quand même que les gens viennent normalement pour visiter un musée
en sachant quelle est l'exposition temporaire, donc en ayant déjà un minimum de billes. Mais il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'ils s'intéressent à la thématique du musée et qui découvrent un peu les choses sur place. Et, euh, et finalement, s'ils prennent pas le soin de lire les textes qui ont été rédigés, bah, ils peuvent être très surpris et un peu déstabilisés. Mais du coup, notre institution nous a soutenus là-dessus. Néanmoins, quand Gilles a fait un canular sur France 3 Bretagne en mode oui, le musée, ils sont pas sympas, j'étais malade, ils m'ont lâché, ils ont mis une intelligence artificielle au travail, on a eu quelques coups de fil quand même après. Vous imaginez bien. Et d'un point de vue budget, du coup, j'avais vu le chat. Donc, j'ai un budget qui se monte à peu près 24 000 € pour l'ensemble, programmation comprise, et de l'ordre de 7 500 € de subventions qui ont été allouées pour le budget. Mais on n'a pas fait de demande à tout le monde. Par exemple, pour le département, on n'a pas fait de demande. Voilà. J'ai Merci à peu pour près les répondu, c'est réponses. bon? Bah, merci et merci pour votre transparence sur les questions budgétaires. C'est pas toujours évident d'avoir ces informations et les jeudis de la femme, c'est aussi ça, c'est aussi des échanges de pratiques. Donc c'est Oui, bah très bien d'être oui. dans le pragmatisme parfois. Et ça fait Euh, partie des choses concrètes qui me semblaient importantes à pouvoir aborder quand même. Merci infiniment. Ludovic, sur la question un peu de l'humour comme ADN, comme ligne éditoriale très forte du Muséum de Neuchâtel. Oui, donc, alors c'est historique. Moi, je suis arrivé ici il y a 10 ans. C'est quelque chose qui existait déjà. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui perdure plus ou moins. Mais une fois de plus, enfin, humour, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tous les cas, c'est une relation particulière avec nos publics, une relation au final, voilà, il y a une sorte de connivence ou un espèce de contrat qui est plus ou moins passé avec le public, où il a envie d'être surpris et où il a envie en fait de sortir des sentiers battus en venant dans ce musée. Et puis oui, il a envie un peu de se poser des questions autrement. Donc après, bah, les manières de le faire, il y a l'humour, mais il n'y a pas forcément que ça. C'est vrai que ça peut être aussi, enfin, on voit des fois, il y a des gens qui pleurent dans certaines expos, qui peuvent être choqués, etc. Donc c'est vrai que ça ouvre plus largement aux émotions. C'est vrai que les émotions, on a moins de mal à en parler. L'humour, c'est toujours un petit peu un truc, parce que c'est sur une ligne fragile. Donc, effectivement, je vois tout de suite les questions, les élus, etc. Mais moi, j'ai un petit peu l'impression qu'à partir du moment où il y a différents points, enfin, différents, de toute façon, une expo, c'est différents dispositifs, différents regards, etc. Donc, tout ça, c'est une grande histoire, en fait. Et à partir du moment où il y a différentes manières de le faire, bah, ce n'est pas compris par tout le monde. Ça, c'est une évidence. De toute façon, on ne rit pas toutes et tous aux mêmes blagues, c'est normal, mais à la fois, on ne comprend pas tous et toutes les textes sur l'histoire de la Bretagne, par exemple, en détail, ou sur des sujets d'histoire naturelle. Donc voilà, en fait, tout le monde va piocher un petit peu les choses, va discuter aussi. Et puis, dans cette approche décomplexée, bah, il y a quand même l'idée de l'accessibilité aussi, en fait. Donc, l'idée que derrière, bah, on est tous des êtres humains, on est tous sur un pied d'égalité avec les autres êtres vivants, et à partir du moment où on repositionne ça, et bah, du coup, on écrit les choses, on essaye d'écrire les choses dans cette direction-là. Merci beaucoup pour ces réponses. Oui, infographiste. Euh, oui, sur l'humour, moi je trouve ça intéressant comme question parce que c'est vrai que donc j'ai eu aucune censure de la part de la direction du musée, ce qui est assez apprécié parce que c'est un peu difficile à vivre si on me refuse toutes mes blagues et tout. Mais par contre, moi, de mon côté, c'est ce que je disais, c'est que je crois pas qu'une blague est juste une blague. Et donc, je me pose souvent la question de ce que je veux dire à travers ça. Et donc, je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a eu finalement assez peu de réactions négatives. C'était que c'était pas juste moi qui arrivais, qui disais n'importe quoi, qui renforçait des clichés, par exemple, ou des choses comme ça. C'était que je voulais rire avec et pas de, et finalement, ça a été compris comme ça, sauf exception évidemment, parce qu'on ne peut pas toujours être compris par tout le monde, mais je trouve ça important, en tout cas du point de vue artistique, de toujours se poser ces questions-là, et c'est pour ça que je crois que ça a aussi bien fonctionné avec ce projet d'exposition, quoi.
Et c'est vrai, Oui, cette notion de pardon. rendre les choses, excuse-moi, de rendre les choses accessibles, de démocratiser un petit peu les contenus, parce que finalement, sous couvert d'humour, à Neuchâtel, vous allez très loin aussi dans les contenus, dans rendre intelligibles les paroles d'experts, en fait. C'est un prétexte quelque part pour rentrer dans des sujets qui sont quand même très pointus aussi. Donc, il y a une manière de dire venez, vous allez vous taper des barres, comme disait Julien dans l'article que je vous ai mis dans l'écran. Mais finalement, ouvrons la porte pour que tout le monde se sente bien sur place et passer un bon moment ensemble avec des copains et puis rigoler, mais quand même pas rire idiot, effectivement. Comme disait Gilles, avoir toujours quelque chose. Qu'est-ce que j'ai voulu dire à travers cette petite blague? Il y en Et avait 200. j'avais encore une chose à rajouter, c'est que je crois qu'aussi la réflexion des musées est peut-être en train de changer. Après, je connais pas bien le... Mais comme, par exemple, sur Internet, moi, je suis beaucoup de comptes de vulgarisation. Par exemple, il y a un compte qui s'appelle Faune Cool, qui fait justement de la vulgarisation sur les animaux et qui manie énormément l'humour, tout en parlant de choses très sérieuses et très... Et donc, je crois qu'il y a aussi une réflexion qui est nécessaire de se dire, bon, ben, il y a plein de gens qui s'informent et qui arrivent à faire la part des choses avec du contenu humoristique. Pourquoi finalement les musées ne pourraient pas aussi s'approprier ce vecteur-là, quoi. Tout à fait. Je pense que on est nombreux et nombreuses ce matin à se poser ces questions-là et je pense que des petites graines sont peut-être en train de germer. On va peut-être laisser la parole aux participants. Céline, tu as levé la main. Oui, merci de vos présentations. Bon, moi, je suis ravie, parce que aussi, je suis une grande fan et je suis convaincue que la place de l'humour au musée, elle est importante. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de musées aujourd'hui qui font des projets plutôt effectivement sur des actions culturelles, sur des expositions temporaires. De ce que je revois et que je pressens, aucun musée en France, je pense, n'est allé aussi loin ou n'a inscrit dans son ADN comme c'est à Neuchâtel. Alors, est-ce que c'est une marque suisse aussi? Parce que c'est un peu la question que je me pose. Euh, c'est vrai que c'est peut-être, je sais pas si c'est pas un trait de caractère, mais c'est moins présent par rapport aussi à l'organisation des musées en France en général. Bah, dans les musées nationaux, il y a quand même assez peu c'est plutôt dans les musées territoriaux en plus que ces projets sont présents. Moi, je souscris voilà, complètement à ce qui a pu être dit, mais je me pose des questions et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un sujet de réflexion important à partager ensemble. C'est sur alors je dirais pas les limites, mais c'est quel cadre on pose en fait. Parce qu'on a pu avoir au musée de Bretagne, où on essaye aussi un peu d'être fun, on a pu avoir différentes cartes blanches ou projets, hein. Je crois que mon collègue Manuel Moreau est dans l'Assemblée, s'il veut préciser, on a travaillé avec Yann Peca sur un projet qui s'appelait Une Bretagne fantastique, par exemple. Et c'est vrai qu'on a eu, la question qu'on s'est posée, c'est que l'institution, elle est souvent vue comme le lieu où on délivre du vrai, et par rapport à certains récits fictionnels, certaines personnes, par exemple, n'ont pas compris, enfin, se sont fait avoir. Et voilà. Alors après, s'il y en a que quelques-uns qui... Mais cette parole-là n'était pas attendue comme cela, en fait. Et puis, bon, ça, à la limite, on dit, bon, c'est pas très grave, ils s'en sont rendus compte avant la fin. Par contre, un autre sujet qu'on a pu expérimenter dans une exposition plus... Alors, je sais pas, plus compliqué. Je vous avais mis un article de Ronan Le Quadic, en plus, qui a été d'ailleurs l'un des acteurs de critiques sur cette exposition, mais lui, il avait travaillé justement sur les clichés bretons et la manière dont les Bretons et des artistes s'emparaient de l'humour, sur les questions d'identité. Voilà, qu'elle soit d'identité territoriale, mais aussi d'identité de genre, toutes les questions d'identité, la question de l'humour, du second degré, de l'ironie, elle est compliquée, je trouve. Et en tout cas, elle est à manier avec précaution. Et pour moi, il faut qu'on pose un cadre, soit un cadre avec l'artiste, du coup, voilà, soit un cadre collectif aussi qui puisse quand même mesurer, parce que voilà, on peut aussi faire des erreurs, on peut se dire on est peut-être allé trop loin, ça va pas être compris. Ou est-ce qu'il faut tester aussi parfois certaines choses Enfin, en tout cas, moi, c'est des questions que je me pose par rapport à un dispositif qu'on avait fait sur l'expo celtique, Oui. point d'interrogation. Et il y avait un parcours qui s'appelait Celte ou pas Celte.
Et ce parcours a posé beaucoup de questions, en fait. Il n'a pas forcément été compris comme, voilà, c'était la médiation, hein, c'était un qui s'en était, emparé, qui l'avait proposé. Nous, nos médiateurs, utilisent beaucoup l'humour dans leurs projets et c'est vrai que ça a un peu raté sa cible, quoi. Bon, voilà, donc c'est un peu, je ne sais pas si certains veulent intervenir sur ces sujets, de comment on pose le cadre. Merci Alors, Céline. Emmanuel Moreau est là. Catel, vous voulez intervenir oui, aussi? Je sais juste pas. finalement, là, on est à la croisée de la déontologie et de la vulgarisation scientifique et de ce qu'on dit, pourquoi on le dit, comment on le dit, de la légitimité des musées aussi à dire certaines choses ou à transmettre certains contenus. C'est vraiment notre cœur de métier qui est un peu en question là-dessus. Il y a la sociologie des publics aussi qui fait que, il y a une certaine forme d'attente. Je sais pas s'il y a les différentes entre la Suisse et la France, hein. Je j'ai pas les éléments pour le savoir, mais c'est un questionnement qui doit être continu en fait, sur son propre travail, sur nos propres actions et sur comment on amène les choses. Et c'est vrai que aller à fond dans la parodie, c'est pas une carte qu'on joue assez spontanément, mine de rien. Voilà. Merci. Manuel, vous vouliez prendre la parole? Oui, bah, je passe peut-être devant Mélodie, mais je vais être court. C'était juste pour énoncer le fait que il y a un point majeur, c'est que effectivement, on a dit que l'humour, c'est une donnée universelle, mais qui est aussi divers que les personnes qui mènent l'humour et qui le réceptionnent. Et quand on parle de personnes, moi, ce que je remarque dans les expériences qu'on a menées, c'est que là où ça, comment dire, là où on peut rencontrer des niveaux de perception, même des difficultés, bah, là où on arrive à mettre de la nuance, à réimpliquer des publics, c'est quand il y a de l'humain. Quand il y a de l'humain dans les expositions, quand il y a des médiateurs. En fait, les médiateurs ont conçu le dispositif de Celtic, mais en fait, quand ça a été un peu moins bien, bah, on a réinjecté en fait un peu plus de médiation dans l'exposition, non pas pour devoir tout expliquer notre humour, c'était pas le but du jeu, mais c'était plutôt pour recevoir les réceptions et pour pouvoir en fait en jouer. L'expérience de Yann Peca, ça a été ça, c'est-à-dire que c'était dans un parcours permanent, donc où les gens s'attendent à avoir toute l'histoire de la Bretagne, on vient inclure des images un peu perturbantes, et quand on dit perturbantes, c'est là où on voit le pouvoir du discours où finalement une personne avec une planche de surf en train de surveiller une vache au 19e, ça peut sembler complètement voilà. Et ben non, les gens y croient. Il a fallu attendre que ce soit Dobby Gooden qui porte un menhir, donc au bout de 10 images, pour que les gens s'arrêtent et se disent non, il y a un problème. Donc c'est aussi la force de l'image. Mais là où c'était un peu dérangeant pour ces gens, et c'est pour ça qu'il faut le prendre en considération, c'est que même s'ils n'étaient pas nombreux, j'ai des gens chez qui ça a créé un véritable malaise, en fait, où ils étaient un peu, entre guillemets, on se moque de nous, alors que c'était pas ça, en fait, qu'on voulait chercher. Et là où ça a bien fonctionné, finalement, c'est qu'on s'en est vite aperçu, et c'est la présence des médiateurs qui nous ont alertés, on n'a pas remis en cause toute l'expo, mais on a essayé de faire attention à ce que l'humain soit plus présent, que l'accompagnement, on joue toujours de ce rôle un peu d'humour et de regard sur l'image, mais réinjecter véritablement l'humain dans tout ça, ça permet aussi de recueillir la parole et de continuer cet humour. Et pour finir, quand je regardais justement Infographiste, là, les ateliers, je pensais aux ateliers avec les cartes postales où les gens mettent des mots. Nous, on a fait ça aussi. Et là, c'est aussi de la même manière, est-ce qu'on garde complètement de l'autonomie des publics ou est-ce qu'on a un souci de modération et dans ces cas-là, il faut de la présence pour laisser des cartes postales ou autres, où il y a un peu de vulgarité, tout ce qui s'ensuit, en même temps qu'on reçoit des familles. Bon, grosso modo, c'est des questions qui nous ont été posées dans un équipement qui est beaucoup plus large et qui mixe les publics. Moi, je suis pour, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup de modération à côté. Voilà. Merci. Je pense qu'effectivement, ça pose la question de, on se dit, et l'infographiste l'a dit, il faut que les personnes ne prennent pas pour argent comptant tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils lisent. Sauf que quand on vient dans un musée,
les codes qu'on nous a appris et que voilà, c'est que ce qu'on lit dans un musée, c'est forcément vrai. C'est la vérité absolue. Donc voilà, c'est un peu tout cet enjeu aussi. Et je pense que c'est le petit point d'achoppement que vous avez pu vivre au Musée de Bretagne. J'ai vu ces images, effectivement, qui sont très bien. Et je comprends que certaines personnes aient pu. Alors, le malaise, peut-être qu'Infographiste pourra nous en parler. Il l'a peut-être vécu aussi. Voilà. Mais sur le fait de l'incompréhension de prime abord, on peut l'entendre aussi. Euh, Mélodie, vous avez levé la main il y a fort longtemps déjà, donc je vais vous passer la parole et ensuite, Infographiste, je vous laisserai répondre, peut-être compléter ce que nous a dit Manuel. Oui, bien sûr, merci. Donc en fait, ce que monsieur Moreau a dit et aussi ce que les autres personnes ont dit, ça m'a aussi fait penser à la réception de ce genre d'humour, mais auprès du jeune public. Parce que moi, du coup, j'ai 29 ans, donc j'ai aussi été très jeune et j'ai vu aussi d'autres jeunes dans des musées. Et parfois, il y a des éléments d'humour qui sont pas forcément bien réceptionnés de notre côté parce que du coup, les personnes qui ont conçu ces dispositifs d'exposition sont peut-être un peu plus âgées, ils ont peut-être une forme d'humour différent. Donc parfois, nous les jeunes, on est là, on voit ça, vers la fin, on va comprendre que c'est de l'humour, mais c'est pas forcément de l'humour de notre génération. Donc, je pense que, par exemple, dans des ateliers de travail, ce sera aussi bien d'impliquer certaines jeunes, donc vraiment d'avoir une tranche d'âge assez large pour que tout le monde puisse plus ou moins s'identifier à ce genre d'exposition et d'en sortir en se disant que, bon, il y a des éléments que j'ai pas compris, mais il y a d'autres éléments qui relèvent aussi de notre quotidien au lieu de sortir de l'exposition en se disant, bah, écoutez, c'est l'humour proprement parlé de la génération de nos parents, mais pas forcément de nous. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Merci, c'est très intéressant, effectivement. L'humour, c'est culturel, générationnel, référentiel. Donc, je comprends très bien votre point de vue. Infographiste, vous souhaitez intervenir? Bah oui, ça complète justement ce que je voulais dire, c'est que alors déjà sur le type d'humour déployé, j'ai essayé enfin, je suis allé un peu dans tous les sens pour pouvoir parler à un public plus jeune avec des références plus on va dire, bon, j'aime pas parler comme ça, mais plus pour les jeunes, quoi, et plus pour des. Alors après, il y a aussi pour les gens de mon âge, puis il y a pour les personnes plus âgées que moi. Enfin, essayer de toucher un peu. Bon, et maintenant, je fais ce que je peux. J'ai l'âge que j'ai, donc je parle à ma génération principalement, mais quand même essayer de diversifier les blagues pour que finalement chacun y trouve son compte aussi avec les types d'humour, de l'humour plus absurde, de l'humour visuel. Et je vais essayer de pas faire des blagues non plus hyper référencées. Enfin, c'est une question que je me pose dans mon métier aussi, c'est pas faire des trucs hyper référencés qui parlent à voilà, une partie de la population. Et puis pour la médiation, mais après, bon, ça, on a toujours des limites, hein, mais j'ai essayé de faire mon mieux à ce niveau-là. Et pour la médiation aussi, c'est vrai que c'est toujours intéressant de visiter, d'avoir fait des visites et d'avoir fait des ateliers par la suite pour, d'une part, montrer ce que j'avais fait, l'expliquer. C'est jamais agréable d'expliquer une blague, mais c'est important parce que parfois, il faut pouvoir expliquer. Et puis après, pouvoir faire ces ateliers où finalement chacun pouvait voir qu'il pouvait faire des tournements à sa sauce et avec ses références. Et, bah, chez les jeunes, ils utilisaient beaucoup de références que je comprenais pas. Ils me les expliquaient, donc il y avait une sorte de. Moi, j'expliquais mes blagues, ils expliquaient les leurs. Et donc c'est vrai que ce côté médiation est hyper important et intéressant d'ailleurs. Merci beaucoup. Delphine Guédra, vous avez levé la main. Oui, merci. Moi, j'avais une question parce que je travaille dans un musée d'ethnographie. Alors, ce n'est pas une question qui s'adresse spécialement à un de nos intervenants, mais une question globale parce que dans les musées d'ethnographie, on se pose beaucoup la question du pouvoir et de l'inégalité, enfin, des dominations et de l'inégalité de rapport de force, évidemment. Et du coup, dans ce contexte-là, l'humour est quand même très compliqué parce que, évidemment, rire avec quelqu'un, mais qui n'a pas choisi de rire avec nous et puis qui est dans une situation de domination, ça fausse évidemment la façon dont on peut rire avec
et on peut vite voilà, être dans quelque chose dans lequel le décalage peut être mal pris. Et dans la vie quotidienne, on vit tout ça, la blague au mauvais moment, qu'on regrette parce que c'était pas le moment, c'était pas la bonne personne, c'était pas. Et c'est toujours difficile de juger de ça au préalable parfois. Et voilà. Et donc moi, je me pose plein de questions parce que justement, dans le musée dans lequel je travaille, on fait des expositions assez sérieuses, mais on se pose beaucoup cette question de comment décaler parfois le propos, comment amener plus de légèreté, et on n'a pas la réponse du tout. Et voilà, on continue à faire pour l'instant des expositions très sérieuses, mais j'aimerais bien qu'on s'autorise plus de choses, mais sans blesser, sans froisser, dans un rapport d'égalité. Voilà, je pense notamment comme exemple que j'ai pas vu, mais j'ai pas vu l'exposition en elle-même, mais je pense au musée du Gadjo qui avait été fait par le MUSEM, où des tziganes, donc dans le cadre de l'exposition de tziganes, des tziganes avaient fait un musée sur les noms de tziganes, un faux musée. Et je trouve que dans le décalage du stéréotype et voilà, dans l'humour qu'on peut avoir sur justement les rapports de domination, la ségrégation, ça peut être très intéressant d'avoir ce type de décalage. J'ai pas vu l'exposition, mais j'ai vu son pendant sur Internet qui avait l'air justement très drôle. Euh, et je pensais peut-être à des pistes dans ce sens-là. Mais si quelqu'un a d'autres idées ou d'autres exemples, d'autres questionnements similaires, je suis preneuse. Merci beaucoup. Associer les communautés, c'est vrai que c'est peut-être déjà une petite piste. Tout à fait. Je ne sais pas si Ludovic, vous voulez répondre là-dessus. Et sinon, je vais prendre peut-être les dernières questions parce qu'il est déjà 10h33, que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie et c'est vraiment passionnant ce matin. Et je peux Voilà. donner quelques, peut-être par rapport à la dernière question et globalement. Donc, nous, on a fait une expo qui s'appelait Histoire naturelle et héritage colonial. Donc, c'est pas méga fun, hein. Donc, pour parler un petit peu de la complexité, de l'intrication des différents personnages dans le fait d'amener les collections d'Amérique du Sud ici à Neuchâtel, on a fait un espèce de faux Instagram où au final, tous les protagonistes de ce ce voyage, donc les naturalistes, les gens qui ont payé, etc., étaient des personnages d'Instagram. Ils avaient des profils et puis ils pouvaient liker, etc. Donc, c'est pas forcément de l'humour, mais c'est aussi, je redis, décomplexé, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu cette approche où au final, voilà, on utilise des codes qui sont pas forcément que des codes sérieux. Et peut-être juste pour répondre un peu à différentes petites choses, en tous les cas, sur la notion de culture en France ou les différences franco-suisses entre la Suisse et la France. Moi, j'ai quand même clairement le sentiment que la culture en France, c'est quand même quelque chose de très sérieux, quoi. C'est-à-dire, je suis français, hein, donc j'ai pas trop d'angoisse avec ça. On se prend quand même un petit peu au sérieux. Et en fait, pourquoi on se prend au sérieux? Je pensais peut-être pour défendre certaines valeurs, pour affirmer certaines choses. Il y a toute une histoire là derrière aussi, hein. La France, c'est aussi le pays d'une langue, les philosophes, etc. Donc c'est quand même ça s'inscrit dans une grande histoire. Mais en quoi la culture doit être sérieuse en fait? Pourquoi tout le monde s'autocensure? Parce qu'en fait, là, toutes les questions que j'ai un peu entendues depuis ce matin, c'est que de l'autocensure, en fait. C'est vous qui vous dites que c'est pas possible pour 40 000 raisons que vous vous inventez. Parce que vous avez peur de la réception, parce que peut-être qu'on va froisser quelqu'un. Mais au final, est-ce qu'en écrivant dans une expo que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on n'offense pas plus les gens qu'en faisant une blague sur les dinosaures, par exemple? Voilà, c'est des petits exemples. Donc, je veux dire, c'est juste effectivement
où on met la limite. Alors après, là, je vous dis ça, c'est sûr que quand on fait le film avec les personnes âgées sur les dinosaures, bah, on flippe. Ça, c'est clair. Puis il y a un moment donné, on se dit, mais pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi on fait ça? Mais au final, quand on voit la réception des publics dans l'expo, on se dit, mais heureusement qu'on a fait ça. Heureusement, parce qu'en fait, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'agiter un peu le cocotier et de montrer que la culture, bah, c'est pas que un truc où on est dans l'entre-soi avec des gens bien pensants qui vont raconter des histoires linéaires. L'histoire de l'humanité n'est pas linéaire. Donc, c'est une absurdité, en fait. Et puis, juste une dernière petite chose, peut-être sur les artistes, parce que souvent, effectivement, on dit, bon, on va filer le truc à un artiste, comme ça, c'est l'artiste qui s'exprime, c'est l'artiste, voilà, il prend les risques, etc. Puis comme ça, le musée, il est tranquille. On le fait aussi, hein, parce que les artistes, ils ont des manières de faire. Mais le musée peut le faire aussi. Il n'y a pas que les artistes qui sont en capacité de faire ça. Parce que quelque part, là derrière, c'est l'engagement aussi qui est en train de se jouer. C'est l'engagement et le positionnement. Et ça, je veux dire, c'est notre ADN, c'est hyper important. Donc, voilà, enfin, c'est un petit peu. Merci Ludovic pour cette prise de parole qui va faire office de conclusion de cette rencontre ce matin. C'est un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça va, je pense, nous permettre de cogiter chacun et chacune sur ce sujet. Merci infiniment à nos intervenants, à Catel Archambault, merci beaucoup, infographiste, merci infiniment pour votre présence. Ludovic Majoni, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Et merci infiniment à Pauline Sier, qui est salariée de la FEMS et qui a mis en musique et nous a accompagnés pratiquement parlant pour l'organisation et la réalisation de ce jeudi de la FEMS. Merci infiniment et à bientôt.